La planète bleue, notre monde. Nous le décrivons presque toujours avec nos yeux. Dans un monde rempli de stimuli visuels, la vue est considérée comme le sens le plus important. Mais ces dernières années, nous avons acquis de nouvelles connaissances sur notre système auditif, les sons de notre monde et la manière dont notre cerveau les traite. À l'évidence, l'ouïe est plus importante que nous le pensons. Pour certains, c'est même la clé de notre avenir. La musique est inscrite dans notre ADN, dans nos gènes. Dans une société où tout s'accélère, nous devons extraire l'information de notre environnement toujours plus vite. Le canal auditif est plus rapide que le canal visuel. Nous connaissons les évolutions technologiques majeures et beaucoup de gens s'imaginent qu'elles se cantonnent à l'image. Mais si le son n'est pas bon, le sentiment d'immersion disparaît complètement. Les promenades d'écoute permettent d'étudier comment les gens réagissent au bruit de tous les jours. Quand je me balade, il y a de nombreux sons auxquels je ne fais pas attention, que mon oreille, mon cerveau, enregistre inconsciemment, mais dont moi, je ne suis pas conscient. Par certains aspects, le canal auditif est plus rapide que d'autres canaux sensoriels. On pourrait croire que l'audition est liée à la parole, à la communication consciente. En réalité, il s'agit d'un système d'alerte précoce. C'est sa finalité première. Bonjour, bienvenue à cette promenade d'écoute. Plutôt bruyant comme endroit, non? Eh bien, vous allez être surpris par les sons que vous allez entendre sous ce pont de chemin de fer, au milieu de cette merveilleuse cacophonie. Suivez-moi. On va simplement écouter et voir ce qu'on entend. It comes down the maternal line, baldness, apparently. Allez-y, tapez dans vos mains. C'est vraiment intéressant. C'est un écho slapback. Le rock'n'roll des années 50 s'en est beaucoup servi. J'ai amené un guitariste ici, et l'effet était bluffant. Alors voilà ce qui se passe. La brique retient le son. Il se propage le long de l'arche, rebondit à l'autre bout et revient. Il se déplace sans doute aussi au-dessus de la surface de l'eau avant d'être réfléchi. C'est une étonnante interaction des deux sons. En tout cas, le mystère demeure. Quel chemin emprunte le son ? Est-ce qu'il suit l'arche ou bien va-t-il tout droit pour rebondir sur la paroi et revenir directement vers nous? Ça pourrait être les deux. Le son, c'est autant une question d'écoute que de vibration. D'un point de vue purement physique, on peut penser que les ondes sonores, donc des vibrations, n'ont pas besoin qu'on les écoute pour exister. Mais le son n'a d'intérêt que s'il est perçu, que ce soit par un animal ou un être humain.
Au début des années 1990, j'ai cessé d'être un simple amateur de musique pour explorer les sons expérimentaux. Quand on travaille sur ce sujet, on s'aperçoit que la réalité qui nous entoure n'est pas exactement telle que nous l'imaginons. Notre cerveau ne fournit que les informations nécessaires à notre survie. Mais nous pouvons parfaitement l'influencer en nous concentrant sur l'écoute, en considérant tout comme une bande-son. C'est à chacun de déterminer le temps qu'il veut y consacrer. Le son peut modifier notre comportement, et ce de manière radicale. Il peut agir sur notre humeur, provoquer des réactions physiques, un cri, un bruit, un rire. C'est déjà un langage qui transmet beaucoup de choses. Notre oreille ne se déconnecte jamais. Tout ce qui bouge, tout ce qui est vivant a une fréquence, un rythme. Avant même notre naissance, nous faisons l'expérience du son. Ce que j'ai remarqué d'intéressant, c'est que les arches étaient très différentes les unes des autres, alors qu'elles semblaient vraiment similaires en termes de construction, de forme et de taille. Tout dépend du point de focalisation. Au-dessus du sol, je ne parle pas d'une falaise, mais au-dessus de vos têtes, vous ne l'entendez pas vraiment. Mais près du sol, le son est amplifié, il monte et descend. C'est ce qui donne cet étrange effet acoustique qu'on constate probablement depuis des millénaires. Les peintures rupestres auraient d'ailleurs été réalisées là où l'écho était le plus intéressant. Imaginez, vous peignez un personnage, vous émettez un son, la paroi renvoie l'écho, ça peut donner l'impression que c'est le personnage qu'on entend. Ça peut sembler étrange qu'un archéologue s'intéresse à la musique parce que, bien sûr, le passé est complètement muet pour nous. Nous savons que certaines peintures rupestres, parmi les plus élaborées, se trouvent dans les cavernes où l'acoustique est la plus spectaculaire. C'est pourquoi nous supposons que ces peintures étaient associées au chant, à la danse, à la musique. Voici un bruit de train ou de tram auquel j'aimerais que vous réagissiez. Je crois que ça va suffire. C'est très désagréable à l'oreille. Mais pourquoi? Ces crissements sont désagréables parce qu'ils ressemblent un peu à un cri. Et notre cerveau possède un mécanisme qui nous permet de réagir très vite face au danger. C'est pourquoi l'ouïe était notre premier système d'alerte. De nombreuses villes ont installé des fontaines sur les places parce qu'elles rappellent le son de la nature et couvrent en partie le bruit de la circulation. Et bien sûr, on apprécie le son de la nature, il nous fait du bien. À la préhistoire, nous ne vivions pas dans des villes, mais en pleine nature. Et là où il y a de l'eau, il y aura de la nourriture. On pourra se désaltérer. Alors logiquement, on trouve ce son agréable. Ce qui est assez curieux, c'est que les ondes sonores sont très faibles d'un point de vue physique. Il s'agit des minuscules mouvements des molécules d'air. Mais cette toute petite force peut nous faire éprouver de grandes émotions.
Il y a environ 3 millions d'années, les tout premiers hommes utilisaient la musique pour communiquer. Ils pouvaient ainsi exprimer des émotions, influencer des réactions, tisser des liens sociaux, parce que le langage articulé n'existait pas encore. Aujourd'hui, on se demande pourquoi on était si réceptif au son, à quoi cette aptitude pouvait-elle servir? Eh bien, ça servait à communiquer par la musique, ce qu'on fait aujourd'hui par le langage. L'homme est un être social. L'ouïe nous a permis de construire des communautés et ainsi d'assurer la survie de notre espèce au cours de l'évolution. D'où l'importance de nos fonctions auditives dès le moment de la naissance. Les bébés sont comme Superman. À leur naissance, ils ont l'oreille musicale. Ils différencient le rythme de leur langue maternelle des rythmes d'autres langues. À 4 jours seulement, ils pleurent en utilisant déjà le schéma d'intonation de leur langue maternelle. Les gènes ont eu une influence sur notre structure cérébrale. C'est ce qui nous a rendus sensibles à la musique et capables de traiter une langue. J'ai commencé le piano à 3 ans. Je reproduisais les sons que j'entendais dans la pièce. Je joue tout à l'oreille. Extérieur, maison post-apocalyptique. 2e prise. Les enfants sont des musiciens idéaux. En tout cas, ils ont une excellente audition et une oreille juste. Si on ne perfectionne pas ces aptitudes, si on ne les travaille pas, on les perd en grandissant. Mais je pense que les enfants sont conçus comme des instruments de musique parfaitement accordés. La fusion de la musique et des nouvelles technologies présente un potentiel d'innovation majeur qui est entre les mains des jeunes générations. J'ai vraiment envie d'aider les jeunes filles, les jeunes femmes, à s'intéresser aux aspects techniques de la création musicale. Salut Cham. Salut Flo. Ravi d'être là. Oui. J'ai commencé à travailler avec la surface de contrôle push il y a environ 2 ans. Dans l'enseignement musical traditionnel, il arrive très souvent qu'on apprenne des airs, des pièces, des compositions, qu'on essaie ensuite de rejouer. L'ordinateur permet d'apprendre la musique comme quelque chose que l'on conçoit, que l'on élabore soi-même, où l'on peut laisser libre cours à sa créativité et s'exprimer. Bonjour. Cool de vous voir tous là. Super. Moi, c'est Flo.
Bonjour. Pour ce petit atelier, on va utiliser les ordinateurs. Allons-y, assez parlé. Je vous montre ce que je peux faire avec cet engin. Après, ce sera à vous de créer un premier beat. Par exemple, pas forcé que ce soit le même genre de musique. Je baisse le son, qu'on puisse m'entendre. Ça peut donner des choses étonnantes. Maintenant, à vous de jouer. Qui se lance? Super. Un poil trop fort. Vraiment cool. Un bon groove. Votre première réaction? J'ai trouvé ça bien. Je pourrais écouter ça pendant des heures tellement j'ai aimé. Ça démocratise la musique, ça la met à la portée de tous. Désormais, tout le monde peut en composer et ça change le niveau de perception et d'exigence. Une fois que les gens ont fait de la musique, ils l'aperçoivent différemment. La pratique collective de la musique, l'interaction sociale, tout cet aspect est très important pour le développement. La musique est bénéfique si on commence à un âge précoce. Elle façonne le système auditif. Les enfants sont donc plus à même d'écouter et de percevoir des différences subtiles. Elle agit sur les aires motrices, les fonctions exécutives, telles que la concentration, la mémoire. La musique est un excellent stimulus. J'aimerais que l'enseignement musical mette davantage l'accent sur le travail créatif des élèves. La musique assistée par ordinateur le permet parce qu'il en sort toujours quelque chose. Faire de la musique avec un ordinateur modifie totalement la perception. Et cette perception va changer de manière encore plus radicale dans le futur. Les ordinateurs rendent obsolète la pratique musicale telle qu'on l'a connue. On peut aujourd'hui créer des formes de musique inédites, des genres nouveaux, écouter ou composer autrement. Et l'approche traditionnelle de l'enseignement musical n'est plus forcément nécessaire. Je suis curieuse de savoir sur quoi ça va déboucher. Les possibilités sont infinies. Nous utilisons différentes méthodes pour déterminer où et quand le cerveau traite la musique. Par exemple, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Nous plaçons des volontaires dans un scanner pour voir quelles régions du cerveau consomment le plus d'oxygène, c'est-à-dire sont actives quand on écoute ou joue de la musique. Ou encore l'électroencéphalographie. Nous disposons des électrodes sur le cuir chevelu pour enregistrer les potentiels électriques du cerveau milliseconde par milliseconde et détecter quand il se passe quelque chose. D'autres méthodes nous permettent de stimuler le cerveau en privilégiant une région afin de voir comment cela affecte la perception et la production musicale.
J'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 3 ans. Mes parents ne pensaient pas que je deviendrais musicienne professionnelle, car il n'y a pas de musicien dans ma famille. J'ai compris que la musique était pour moi un moyen fantastique de communiquer et d'aller vers les autres. Les musiciens utilisent les deux mains. C'est l'action des deux hémisphères du cerveau qui doivent communiquer davantage que chez un non-musicien. Les zones auditives sont plus développées. Les musiciens sont plus à même de différencier deux hauteurs de notes. Nous sommes fascinés par le jeu des musiciens sur scène, leur rapidité, leur précision, leur dextérité. Lorsqu'il exécute ses mouvements sur le clavier, un pianiste est toujours 5 ou 6 notes en avance dans sa tête. Nous cherchons à savoir si nous pouvons influer sur ce processus, le dynamiser en stimulant le cerveau. Bonjour. Madoka, Enchantée. ravie de t'accueillir. Assieds-toi. Aujourd'hui, nous allons faire une expérience pendant que tu joueras du piano. Nous allons stimuler une région de ton cerveau qui se situe par là. Pour la trouver, je vais me servir de la neuronavigation. Voilà ce qui va se passer. À l'étage, sur un écran, tu vas voir les mains d'un pianiste en train de jouer une suite d'accords. Tu devras faire exactement la même chose sur ton propre piano. Simplement reproduire ce que tu vois à l'écran. D'accord. Nous espérons découvrir que la stimulation cérébrale améliore le jeu, le processus d'exécution. On pourrait l'utiliser comme une forme de dopage, même si, je l'avoue, je préfère les pianistes naturels, qui sont déjà si performants sur scène. Je sens qu'on est très proche d'un résultat pour ce qui est de la recherche en rétro-ingénierie cérébrale. Si on peut établir un plan de toutes les connexions neuronales et construire un superordinateur pour cartographier toutes ces fonctions, on pourra envoyer au cerveau des stimuli électriques à peine perceptibles et influer sur l'état émotionnel ou mental. Cela va transformer notre manière d'écouter de la musique. On n'aura plus forcément besoin d'enceintes pour faire l'expérience de la musique. La musique peut avoir une influence sur vous sans que vous puissiez l'expliquer. C'est un de ses pouvoirs. L'histoire de la musique n'a pas que des chapitres heureux. Les chants de guerre ont été inventés à des fins de manipulation. La musique a été mise au service de la torture. Ce sont des pages très sombres. En Angleterre, la chaîne Marks & Spencer a pris la décision de ne plus diffuser de musique dans ses magasins. Le silence est un choix intéressant, parce que la musique sert à influencer les comportements, alors que le silence aurait un effet négatif sur les ventes. Comment se fait-il que certaines combinaisons sonores aient un impact émotionnel sur l'être humain ?
Peut-être certaines fréquences sont-elles plus en harmonie avec notre chimie intérieure. Quand je modifie la fréquence de ma musique de 440 à 432 Hz, je vois nettement la différence. Je l'ai fait sur quelques pistes de mon disque, et les morceaux ont une sonorité plus chaleureuse et plus enveloppante. Bound by an attraction, floating on axis around your atlas. You're holding me like gravity all around. You're holding me like gravity, gravity. I can see the void when I drift far away. J'ai fait une expérience avec les Mafa, une ethnie qui n'avait encore jamais entendu de musique occidentale. Ils ont écouté un morceau et ont immédiatement réalisé qu'il était triste. Il y a là quelque chose d'universel. La musique de leur rituel produit chez les Mafa un grand sentiment d'euphorie. Nous avons donc mis au point une technologie grâce à laquelle nous produisons de la musique de manière physique, à partir d'équipements de fitness. L'écoute passive de la musique a déjà de nombreux effets sur nous. Mais quand on est actif, ces effets sont environ 2 fois plus puissants. Le Jimin diminue l'anxiété, qui est très importante dans les douleurs chroniques. Nous avons en outre constaté des effets sur le système immunitaire. Le taux de monocytes, notre premier rempart contre les infections, est plus élevé après une séance de Jimin. En somme, nous redécouvrons des effets qui ont sûrement joué un rôle majeur dans l'évolution de la civilisation humaine. Qu'elle soit une expérience collective ou individuelle, qu'elle soit créée par un orchestre classique, un chanteur de rock, un rituel ancestral ou des appareils de fitness, la musique que nous produisons nous renvoie des questions dont nous n'avions même pas conscience. Elle fait parler notre corps et établit une zone d'échange avec notre propre cerveau. La musique a probablement été une proto-langue. Mais de plus, dans notre évolution en tant que personne, c'est la première chose à laquelle nous sommes sensibles. Nous commençons à faire de la musique ou à produire des sons musicaux avant même de comprendre ou de parler de manière plus structurée. Brain Polyphony est un projet qui a pour objectif de convertir l'activité bioélectrique du cerveau en son.
Nous créons de la musique à travers les émotions. Les ondes cérébrales des émotions sont traduites dans un langage musical. Ce projet vise en partie à donner aux personnes souffrant de handicap, comme la paralysie cérébrale, la possibilité de faire de la musique grâce à l'activité de leur cerveau. Nous voyons ici l'activité du cerveau d'Ephraïn en temps réel. Nous analysons ensuite cette information pour dégager des schémas de valence et d'activation, c'est-à-dire pour déterminer si l'émotion est positive ou négative, ou bien forte ou neutre. Vous remarquerez qu'elle change constamment. Voilà ce qu'on obtient après le traitement des données. Et c'est ce qu'on va envoyer au logiciel de création musicale. Comment choisit-on la musique adéquate ? Il y a une composante culturelle dans de nombreux cas, mais il y a une partie qui est totalement innée. Par exemple, quand on joue des notes qui sont dans les harmoniques d'une note, ça nous produit une sensation de plaisir. Quand on joue soudain des notes qui sont complètement déconnectées les unes des autres, si on peut dire, ce n'est plus du tout la même sensation. On génère différents codes selon la sensation que l'on veut transmettre. Actuellement, nous commençons à utiliser les sons dans différents domaines, notamment en musique, disons en technologie musicale. Mais il reste un énorme potentiel qui n'est toujours pas exploité. L'avenir semble prometteur dans le domaine de la musique et de la recherche sur le cerveau. L'utilisation de la technique pour améliorer notre existence ne date pas d'hier. Mais aujourd'hui, la recherche sur les effets de la musique sur l'homme fait évoluer les nouvelles technologies. J'ai commencé à m'intéresser à la musique à 8 ans. Il y avait une institutrice dans mon école primaire qui était très mélomane. Elle encourageait tous les écoliers à jouer d'un instrument avant. À partir de ce moment-là, je suis devenu accro à la musique. Ça m'a transformé, ça m'a donné une meilleure image de moi-même. Jouer d'un instrument m'a rendu fier. Je me suis demandé ce que je serais devenu sans la musique. Je crois que je serais complètement perdu. Je suis atteint de surdité profonde, c'est-à-dire que la cochlée ne fonctionne pas comme elle devrait. Sans mon aide auditive, je n'entends absolument rien. C'est le silence total. L'appareil me permet d'entendre le son de ma voix. Si je marche en ville, mettons sur un trottoir, et qu'il y a des voitures ou des gens qui passent, alors oui, j'entends des bruits.
En revanche, si je suis à la campagne, au milieu d'un champ, je n'entends que le son du vent qui siffle directement dans le micro de mon appareil. J'ai commencé la musique quand j'avais 9 ans. J'ai choisi la batterie parce que mon grand-père était batteur. J'allais à l'église le dimanche et régulièrement il y avait des musiciens qui accompagnaient les célébrations. La musique me permet d'exprimer mes émotions. Elle montre mes connaissances. Elle me met en valeur, surtout avec ma surdité. Avec la batterie, je ressens la musique dans tout mon corps. Je sens toutes les vibrations qui me traversent. Adam souffre d'une déficience auditive modérée. Il perçoit les sons de façon très variable. Il lit beaucoup sur les lèvres. Au départ, il était très timide, mais il s'est mis à jouer de la batterie et à gagner en confiance. Il a rejoint la fondation Music and the Deaf et fréquente le club de musique du Yorkshire. Maintenant, il aide aussi d'autres enfants du club car il sent qu'il a plus à offrir. Communiquer à travers la musique est une bonne façon de libérer de l'énergie et de libérer les frustrations qu'on pourrait avoir du fait qu'on n'entend pas correctement. Mais l'idée de la musique, c'est de fédérer. Qu'on soit sourd ou non, qu'on soit aveugle, on a la possibilité de jouer et de créer quelque chose à plusieurs. Adam a complètement changé depuis qu'il joue d'un instrument. Et le voir grandir grâce à la musique, c'est quelque chose de formidable pour un parent. On démarre bien dans la vie quand on peut s'exprimer. Tu me le rapportes ? On est prêt pour la réunion de demain à Bradford. C'est là que se trouve le club de musique. Merci. Dans leur club de musique, des enfants atteints de déficience auditive à divers degrés vont pour la première fois utiliser un nouveau dispositif qui leur permettra d'expérimenter la musique autrement. Cet équipement vibrotactile, qui se porte comme un sac à dos, est connecté à tous les instruments dans la salle. Ils pourront sentir la musique avec plus d'intensité lorsqu'ils joueront ensemble. SubPac est un système audio-tactile qui permet de ressentir la musique physiquement. Plus précisément, un champ de fréquence audio qui s'étend de 5 à 130 Hz. Il offre une immersion totale dans la musique.
Beaucoup de gens en tirent un grand bénéfice d'un point de vue créatif, mais aussi au niveau du jeu, car il permet de faire passer sa musique de manière optimale et de faire partager ses sensations. Tu sens? Fais voir. Oui, oui, attends. Oh là là! Tu sens ça? C'est fou. Nous sommes réunis pour un événement spécial. Nous avons toujours utilisé des aides auditives, des implants cochléaires. Mais maintenant, nous allons les utiliser avec des subpacks. Nous allons donc jouer quelque chose qui permette à tous de sentir l'effet qu'ils produisent. Pour un DJ. Tu sens quelque chose? Oui. Pas moi. Tu peux rejouer? Ah là, j'ai senti. Oui. Oui, essayons avec l'iPad. Il faut monter le son. Une batterie. Oui. On sent le rythme, le tempo, les différentes vibrations. Avec le subpack, les enfants sourds et les sourds en général peuvent parfaitement sentir les vibrations de la musique. Ça m'a fait un choc. Comme si j'avais quelque chose de magique sur le dos. C'est difficile à décrire. J'avais l'impression de m'écouter jouer. Il est clair que la musique s'oriente plus que jamais vers le numérique. La technologie évolue. Elle révolutionne la musique. Nous entrons dans une nouvelle ère. Nous vivons dans un monde où chaque son nous renvoie un écho. Cela nous réconforte, nous sécurise. Mais que se passe-t-il si dans le futur nous sommes amenés à remettre cette sécurité en cause? La chambre anéchoïque est un lieu de silence complet. Chaque son émis est absorbé par la paroi. Dans une chambre anéchoïque, il n'y a pas d'écho, et c'est très perturbant. Sans son ni écho, notre système d'alerte précoce ne pourrait pas fonctionner.
Il règne un incroyable silence. Quand on est enfermé dans cet espace, on entend les bruits de son corps. Le cerveau incite en permanence l'oreille à être plus performante. La chambre anéchoïque ressemble-t-elle à l'espace? Cela dépend où vous êtes. À bord d'un vaisseau spatial, c'est assez bruyant. L'espace n'est donc pas un lieu silencieux, sauf si on sort du vaisseau. Juste avant de mourir asphyxié, on entendra un silence comparable à celui de la chambre anéchoïque. Mais dans la panique, ça ne sera pas forcément notre dernière pensée. Il y a du son dans l'espace. Vénus ou Mars ont une atmosphère propre où les ondes sonores peuvent se propager. Mais leurs propriétés sont très différentes sur ces planètes où l'oxygène est rare. Le son a besoin d'un support pour se déplacer dans l'espace. Sans support, il n'y a pas de son. Mais tout dépend de ce que vous entendez par espace et ce que vous y mettez. Il existe tout un spectre de formes d'ondes. On peut donc utiliser des techniques de sonification pour représenter acoustiquement toutes les formes d'ondes. Des chercheurs du CERN m'ont fait parvenir ces formidables exemples de sonification. Vous venez d'écouter la collision de deux trous noirs. Le Grand Collisionneur de Hadron, à Genève, est un énorme accélérateur de particules. En gros, on y introduit des protons et on les fait entrer en collision. Ça donne cette gamme. Le projet Alchimie est une commande de la revue Popular Science. Ils m'ont contacté en me disant « Nous aimerions beaucoup que vous fassiez une chanson avec ces sons vraiment géniaux recueillis par des chercheurs. » Nous venons de voir comment notre cerveau traite le son et la musique, comment les nouvelles technologies peuvent améliorer notre qualité de vie et les bénéfices que la société peut en tirer. Et ce n'est qu'un aperçu. Il reste beaucoup à découvrir sur le plan technologique, mais l'avenir de notre système auditif est inscrit dans notre évolution. Nous commençons seulement à comprendre en quoi consiste le son. On n'a encore aucune idée de son potentiel. Prendre conscience de l'importance de la musique pour notre espèce nous aidera à mieux façonner nos vies individuelles. Dans le futur, la musique aura un impact beaucoup plus fort sur notre corps. Mais que se passera-t-il si on peut contrôler son état émotionnel d'un clic de souris? C'est probablement une bonne et une mauvaise chose à la fois.
Le jour où nous serons en mesure de transposer toutes les connaissances que nous rassemblons pour créer de nouveaux instruments et outils de travail, ce sera une révolution.